Vous connaissez sans doute Si c'est un homme, récit de l'écrivain italien Primo Levi sur son expérience concentrationnaire à Auschwitz, l'un, voire le livre le plus fort qui soit sur la Shoah. Un peu plus tard, il y a eu La Trêve sur son retour en Italie après-guerre, primé et étudié dans toutes les écoles. Primo Levi, ce brillant chimiste de Turin, juif agnostique, résistant, n'a eu de cesse de vouloir témoigner dès son retour des camps à une époque où l'Europe voulait tourner la page de la guerre. Dans les années 80, il s'entretient à plusieurs reprises avec l'écrivain et journaliste Ferdinando Camon, qui publiera leurs échanges sobrement intitulés « Conversation avec Primo Levi ». Deux écrivains, deux arpenteurs de mémoire, l'un de culture chrétienne, l'autre qui a vécu comme juif l'expérience d'Auschwitz. C'est ce texte lumineux de lucidité, de sagesse, de volonté de compréhension, d'humour même, que nous donnent à entendre sur scène Éric Sénat et Gérard Cherki dans Lévi, Camon, Conversation ou le voyage d'Ulysse, pour une représentation exceptionnelle le 29 mars prochain au Théâtre du Gymnase, puis en tournée dans plusieurs villes de France. Rencontre avec Gérard Cherki, comédien, metteur en scène et réalisateur qui incarne Primo Levi, le temps de cette heure 20 d'intelligence et de pure humanité. Gérard Cherki, bonjour. Bonjour. Ce spectacle a été créé en 1995 au Festival d'Avignon, juste au moment de la célébration des 50 ans de la libération des camps. Vous l'avez joué à Pithiviers et Bonne-la-Rolande, à 2 pas des anciens camps d'internement. Vous l'avez même joué dans les écoles, dans les lycées, et même en 2000 au Rwanda. Pourquoi reprendre ce texte aujourd'hui ? Parce que ça nous a paru très fondamental. C'est-à-dire mon partenaire Éric Sénat, Dominique Lourcel, le metteur en scène, et moi-même, d'avoir la parole de Primo Levi et son analyse d'une société, un peu bousculée par des relectures de l'histoire, on va dire, notamment avec des apparitions du discours du Front National, enfin qui s'appelle maintenant le Rassemblement National, avec l'extrême droite, avec la peur d'un certain révisionnisme aussi, et puis aussi avec la disparition de plus en plus forte, malheureusement, des anciens déportés, de ceux qui ont connu la déportation. La fiction, le spectacle vivant, a je pense, une possibilité, une mission de pouvoir amener autre chose que le travail des historiens. Donc c'est aussi une façon pour nous de participer à un travail de mémoire, un travail de parole. On voit d'ailleurs que ce texte est toujours d'actualité. Absolument. Face au révisionnisme, même face aux guerres qui éclatent à nouveau en Europe. Tout à fait. Parce que une des forces de ce texte, c'est qu'il n'est pas exclusivement concentré sur l'expérience de la Shoah de Primo Levi. Mais c'est vraiment une sorte d'autobiographie critique, qui va de son enfance, sa jeunesse sous le régime fasciste en Italie, puis avec le régime hitlérien, nazi. Mais il y a aussi une analyse de la complicité qu'il peut y avoir entre une société civile, une société industrielle de profit, avec les camps de concentration. Comment on peut aussi arriver à une société qui va déboucher sur les camps de concentration. Il développe aussi toute une théorie sur le héros, entre guillemets, c'est-à-dire la volonté d'un homme d'appliquer sa folie, Hitler. Mais aujourd'hui, on retrouve ça l'heureusement avec la situation qu'on est en train de vivre en Europe de l'Est, avec l'Ukraine, le Donbass, Poutine. Et donc, Primo Levi, avec une lucidité incroyable pour quelqu'un qui a vécu dans sa chair la Shoah, essaye de comprendre en scientifique. Oui. Il veut essayer de mettre ses émotions de côté. Il veut comprendre comment tout un peuple peut être entraîné. Absolument. Oui. Alors, il a une formation de scientifique, effectivement, il était chimiste. Il a cette curiosité de comprendre les systèmes, comprendre les gens, comprendre comment ça fonctionne, entre guillemets. Et absolument, il a développé une théorie qui est la théorie de la zone grise, c'est-à-dire où il y a un entre-deux majoritaire entre les bourreaux et les collaborationnistes et les victimes. Donc il y a cette zone grise-là sur laquelle il a beaucoup travaillé, notamment dans un livre qui s'appelait Les naufragés et les rescapés. Mais il a aussi cette formation donc de chimiste qui est aussi, comme on pourrait dire, les universalistes, vous savez, un encyclopédiste en quelque des sorte, Lumières. C'est-à-dire cette curiosité de savoir comment le monde fonctionne. Voilà. Pourquoi les Allemands éprouvaient-ils une aversion si violente envers le juif ?
il ne s'agit pas là d'un fait politique, ni même d'un fait économique. Il y a quelque chose de plus profond. C'est une question terrible à laquelle je ne puis répondre qu'en partie. D'abord, je suis obligé de répondre en contestant les termes, car il n'est pas exact de dire que les Allemands éprouvaient cette haine qui est raciale. Ils l'ont éprouvée après quelques années de régime nazi. La question débouche donc sur une autre question. Pourquoi les Allemands ont-ils accepté Hitler ? J'ai lu beaucoup de livres, dont certains dus à des historiens illustres, et je trouve que tous ont baissé les bras devant ce problème, celui du consentement massif de l'Allemagne, il faut tout de même le dire. Quand le metteur en scène du spectacle, Dominique Lurcel, vous a fait découvrir ce texte en 1995, pourquoi vous avez eu tout de suite envie de le jouer, et pourquoi surtout ce texte ne vous a plus lâché? Il vous habite depuis près de 30 ans. Ouais. En fait, dans ce texte, j'ai eu le sentiment que tout d'un coup, un homme, Primo Levi, en tout cas un esprit, a mis en parole, en forme, des choses que je ressentais intuitivement. Des fois, on a la chance de rencontrer des personnes, puis des fois, certains livres ou certains auteurs vous éclairent, vous orientent dans vos choix, dans vos réflexions. Et ce texte-là, qui est un bref texte, qui est vraiment très très court, j'ai eu l'impression que quelqu'un me parlait et me disait, voilà, moi ce que je pense, et j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Et être d'accord avec un texte qu'on porte, c'est une chance extraordinaire. Vous aviez 23 ans lorsqu'en Allemagne, Hitler décida ce qui fut appelé la solution finale. Un an plus tard, vous vous trouviez parmi les partisans dans le Val d'Aoste, vous avez été fait prisonnier et vous avez abouti dans un lager. Cependant, vous y êtes arrivé en tant que juif et non en tant que partisan. Si je me souviens bien, il y a eu un choix, c'est vous qui vous êtes fait connaître comme l'un plutôt que comme l'autre. Je rappelle ce détail car il me paraît intéressant de pouvoir faire une comparaison entre les deux fautes. La faute d'être juif et la faute d'être partisan. Laquelle était la plus dangereuse ? Oui, c'est moi qui me suis fait connaître comme juif. On prend rarement ces décisions conformément à la logique pure, et rarement pour une seule raison. J'ai été pris avec de faux papiers, manifestement faux. Les miliciens qui m'avaient fait prisonnier m'ont dit « Si tu es partisan, nous te collons au mur. Si tu es juif, nous t'expédions un carpi. » Et finalement, il y eut un élément d'orgueil. Une chose me déplaisait, le fait que n'apparaisse pas que moi, exécrable partisan. Je n'avais pas fait de service militaire, je ne savais même pas comment une arme était faite. J'en avais bien une, mais je ne savais pas m'en servir. J'avais tiré un seul coup pour éviter de gaspiller les munitions. Mais tout de même, un partisan. J'étais aussi un juif. Donc que les juifs aussi sont capables de se décider à se battre. Et vous avez été remis aux Allemands. Est-ce que ce texte vous a changé ? Il est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il y a un avant et un après, oui, chez moi, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, je me suis beaucoup impliqué dans le travail, dans la recherche, dans l'exploration de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah. Ça m'a beaucoup appris aussi sur mon histoire personnelle, familiale, amicale. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des anciens déportés. Votre histoire familiale, parce que enfin, il y avait beaucoup de non-dits dans votre famille. Oui. Alors moi, racontez-nous je viens d'Algérie. Un peu. Vous venez donc Cherki, voilà. C'est un nom typique d'Algérie. Voilà, donc, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de silence. Mais je crois que votre ma tante, elle vient de Pologne et Allemagne. Et également donc beaucoup de non-dits dans votre famille. Énormément. Et sur la Shoah. Sur les histoires familiales, oui. Et sur la guerre d'Algérie. Alors, sur la guerre d'Algérie, ça a été vraiment... D'ailleurs, j'ai fait un spectacle après sur la guerre d'Algérie qui s'appelait Alger, à partir d'un roman de Georges Mattei sur les rappelés. Donc, effectivement, sur la Deuxième Guerre mondiale et aussi sur la guerre d'Algérie, ça a été pour moi deux façons d'explorer l'histoire familiale, c'est clair. Ouais, tout à fait. Alors, après, un avant, un après, oui, c'est clair que ça m'a un peu décidé sur pas mal de choses. Sur des complicités qu'il peut y avoir dans la société. Ça a été peut-être un éveil, je dirais, politique aussi. C'est-à-dire, par exemple, comment l'industrie a pu profiter des camps de concentration pour s'enrichir, par exemple.
C'est pas seulement le film de Spielberg sur Schindler, mais c'est une analyse assez fine hein, qu'on peut retrouver chez Primo Levi dans le texte quand il parle des industries, c'est fascinant. Exactement, qui est passionnante. Donc sur la manipulation des masses. Sur le fait que Hitler a su profiter des outils qu'il a eu à cette époque-là, c'est-à-dire la radio, le cinéma. C'était la première fois qu'un homme avait à sa disposition, dites-vous, dit-il, de tels moyens de masse de communication. Absolument. Avant, c'était un homme qui parlait sur la place du village. Absolument. Il fallait être un grand orateur qui se fasse entendre par quelques centaines, milliers de personnes. Et là, avec les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Exactement. Aujourd'hui, on voit tout à fait les fake news, comme on dit, comment ça circule à une vitesse incroyable. Donc, il y a énormément de points communs, et malheureusement, mais en même temps, ça permet de rester éveillé, ce texte-là, quand même, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on le reprend aussi. Alors, lorsque vous l'avez joué en 95 la première fois, Primo Levi était déjà mort depuis 87, 8 ans. Il est mort. Ouais. Voilà. Sa femme est morte l'année d'après. Mais pas Ferdinando Camon, qui est toujours vivant aujourd'hui. Ouais. Il a plus de 80 ans aujourd'hui. Il a 86 ans. Et il est venu vous voir. Vous l'avez rencontré pour préparer ce spectacle. Tout à fait. Et en fait, il se trouve que les conversations avec Primo Levi, l'auteur est Ferdinando Camon. Donc, pour avoir les droits, il a fallu passer par c'est Gallimard, les éditions de la Découverte qui ont publié ça. Donc, on a demandé l'autorisation et puis on s'est mis en contact avec Camon en lui envoyant un petit mot. Et puis, il était ravi que des acteurs français s'emparent de ce texte. Et on l'a créé et il est venu nous voir. On a passé une soirée avec lui. Il était venu avec sa femme. Vraiment, c'était un homme adorable. D'abord, il était vraiment ravi. En plus, c'était assez touchant parce que, vous savez, des fois, un auteur écrit un texte et puis le fait de l'entendre ou lire ou représenter, ça lui renvoie aussi quelque chose de ce qu'il n'avait pas vu dans son écriture. Et il avait oublié ou voire un peu laissé de côté le fait que c'est vraiment un débat entre les deux. Hein. Il y a un moment donné, Camon veut vraiment que Lévy lui donne, j'allais dire, son accord pour condamner tous les Allemands et de dire que les Allemands sont responsables dans leur grande majorité de ce qui est arrivé. Alors que Lévy, ce qui est incroyable, Lévy ne cesse de dire c'est drôle, c'est moi qui devrais dire ça. Absolument. Et j'en viens à défendre les Allemands. Les Allemands, voilà. Donc il parle de complicité, mais il ne dit pas que tous les Allemands sont mauvais ou sont des nazis. Et Camon qui a cette culture chrétienne de la faute, exactement. Il vient l'interroger sur le principe de la faute, donc et la faute des Allemands d'avoir laissé Hitler arriver. Et Lévy il dit non, c'est pas aussi franc que ça. Simple. Et donc il ne se souvenait pas à quel point il était insistant, Camon, avec Lévy. Et donc le fait de voir la représentation lui a quand même un peu sauté au visage par rapport à ça. Et ce que vous dites aussi, ce qui est drôle, c'est que le comédien qui incarne Camon, Eric Sénat, était habillé de la même manière ce soir-là que Camon. Donc il avait bien senti le personnage. Il y avait une sorte de connivence qui s'est mise en place. Il est vrai que je me suis abstenu de prononcer des jugements dans Si c'est un homme. Je l'ai fait délibérément, parce que cela me semblait inopportun et même déplacé de la part du témoin que je suis de me substituer au juge. J'ai donc suspendu tout jugement explicite, tandis que les jugements implicites sont évidents. Cependant, un jugement aussi dur sur les Allemands à partir des Germains, moi, sincèrement, je ne crois pas le partager. Tous les jugements généraux sur les qualités intrinsèques, innées d'un peuple, ont pour moi une odeur de racisme. Cette curiosité qui est la mienne et qui perdure pour l'Allemagne d'alors et de maintenant, exclut la haine. La mise en scène est très sobre, très dépouillée. C'est vraiment, j'imagine, pour faire ressortir la force du texte. Absolument. Donc il y a juste ce bruitage de la mer qui renvoie, j'imagine, au début et enfin. À la Méditerranée, aux souvenirs aussi qui vient nous visiter, qui repart un petit peu comme le flux et le reflux de la marée. Le port de Turin. Voilà, le souvenir arrive, il repart, il revient. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. On a voulu rester quand même dans un cadre un peu unique, c'est-à-dire de rencontres. En plus, Camon le dit, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Pas chez Lévy, ils se sont rencontrés chez Lévy que la dernière fois. C'est ça, au café. Voilà, dans des bars d'hôtel, dans des endroits comme ça. Lévy était assez jaloux de son intimité, de sa vie privée. Donc il a fallu un certain temps pour l'apprivoiser de la part de Camon.
Et c'est seulement à la fin, la dernière fois où il est allé chez lui. Mais on a voulu vraiment rester dans deux hommes qui parlent, deux hommes qui se racontent, qui discutent. Donc au début, on a mis ça dans un cadre, et puis après, il se trouve que ça nous a paru tout à fait probant de se mettre sur deux chaises et de parler, quoi. Donc, ne manquez pas cette représentation exceptionnelle de Ferdinando Camon Primo Levi le 29 mars prochain, donc au théâtre du Gymnase Maribel. Oui, à Paris. À Paris, sur les grands boulevards. Et puis, avant de tourner à Jurançon, Saumur, Villeurbanne en avril. Gérard Cherki, merci. Merci beaucoup de votre accueil, en tout cas. Vous, êtes-vous croyant? Pourquoi me demandez-vous cela? J'ai eu une controverse avec un croyant, un ami de Padoue, de votre ville. Il est venu me voir, après la captivité, pour me dire que j'étais de façon évidente un prédestiné, que j'avais été élu pour survivre, afin d'écrire si c'est un homme. Je dois l'avouer, cela m'a semblé monstrueux. La pensée que mon témoignage a pu me valoir à lui seul de survivre et de vivre de nombreuses années sans gros soucis me tourmente. Je ne vois pas de proportion entre le privilège et le résultat. Je suis obligé de dire qu'Auschwitz, pour moi, a été une telle expérience qu'elle a balayé tout reste d'éducation religieuse que j'avais pu recevoir. En d'autres termes, Auschwitz est la preuve de la non-existence de Dieu. Il y a Auschwitz. Il ne peut donc pas y avoir de Dieu. Je ne trouve pas de solution au dilemme. Je la cherche, mais je ne la trouve pas.